Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cinquième et avant-dernier épisode de ma série de vidéos en réponse à Fabien Mandon, le chef d'état-major des armées à destination des maires de France concernant l'éventualité d'une guerre contre la Russie à l'horizon 2030. Dans cette partie, je vais revenir sur le conflit russo-ukrainien, ses causes, les facteurs qui entrent en jeu dans ce conflit, afin de mieux comprendre euh, en quoi le positionnement géopolitique de la France actuellement n'est pas forcément défendable, en quoi il peut être critiquable, et pour comprendre en quoi ça n'est pas du tout dans notre intérêt de, de désigner la Russie comme un ennemi, en tant que nation française et nation européenne. Donc d'abord, pour commencer, ce que je voudrais dire, c'est que je comprends qu'il puisse y avoir une défiance ukrainienne vis-à-vis de la Russie, et tout simplement parce que ça, c'est dû à leur histoire, à l'histoire du peuple ukrainien. Il faut savoir que lorsque c'était l'URSS, notamment sous Staline, le peuple ukrainien, parmi d'autres, ce n'est pas le seul à l'avoir vécu, mais entre autres, le peuple ukrainien a subi ce qu'on a appelé l'Holodomor. Alors, certains considèrent que c'est un génocide, certains non, c'est discuté par les historiens. Pour ma part, je pense qu'on peut utiliser le terme de génocide, ça me semble approprié. De quoi s'agit-il? Alors, bien sûr, on recontextualise un petit peu la situation. 1917, on a la révolution bolchevique, Lénine prend le pouvoir, et puis s'ensuit une guerre civile sur les territoires gouvernés par la Russie, entre différentes factions, notamment entre les royalistes qu'on appelait les Blancs, et donc les communistes, donc l'armée rouge. C'est un peu plus complexe que ça. En réalité, il y avait d'autres factions en jeu, notamment en Ukraine, justement, où il y avait des anarchistes aussi qui combattaient à la fois contre les royalistes et contre les communistes, sous l'égide de Nestor Makhno, notamment. Mais on va pas rentrer dans ces discussions-là pour aujourd'hui. Et voilà, donc on a la guerre civile en Russie. Et à la suite de ça, le pouvoir va petit à petit se stabiliser, se consolider. La guerre civile va se terminer et on va avoir euh, Lénine qui va mourir et Staline qui prend le pouvoir à sa suite. Donc il prend le pouvoir par un tour de passe-passe, parce que normalement Lénine voulait désigner Trotsky, c'est ce qu'il dit dans son testament politique, mais Staline a fait trafiquer le testament de Lénine pour lui faire dire qu'en fait c'est lui qui doit prendre le, le poste après la mort de Lénine. Donc en fait Staline a pris le pouvoir de manière totalement illégitime. Ça c'est important de le savoir. Et donc on sait très bien ce qu'il est advenu une fois Staline au pouvoir en URSS. Ça a été, en tout cas à mon sens, l'un des pires régimes politiques qui existaient dans le monde moderne. Je pense qu'on peut le dire. Avec un très bon exemple de ce que peut être le totalitarisme. Moi personnellement, quand on me parle de totalitarisme, je pense immédiatement au régime stalinien. Donc avec une surveillance massive, des purges. Il faut savoir que Staline était paranoïaque et qu'il a fait purger énormément de membres du Parti communiste, y compris des gens très proches de lui, des membres de l'armée également, des membres des services de renseignement, etc. Il a purgé énormément de personnes dans son entourage. Les gens qui s'intéressent un peu à l'histoire de cette période le savent. Donc ça, il y avait, enfin voilà, c'était une politique très dure. Euh, et notamment les paysans, par exemple, qui refusaient d'accepter la collectivisation des terres imposée par l'URSS, étaient envoyés au goulag. On les considérait comme des koulaks, c'était le terme qu'on utilisait pour les désigner. Euh, D'ailleurs, quand il y a eu la guerre qui a opposé le régime nazi au régime communiste, par exemple, il y avait une consigne qui disait que si un soldat n'avançait pas ou reculait, il était immédiatement fusillé, sans aucune forme de discussion, sans aucun procès, sans rien. Et si quelqu'un était fait prisonnier par l'ennemi, il était automatiquement considéré comme traître. Donc ça voulait dire que que s'il repassait entre les mains de son camp de base, quoi, il serait exécuté comme traître, même s'il n'a pas trahi, effectivement. En fait, il préférait partir du principe que
que s'il était fait prisonnier, c'était d'office un traître, il voulait pas se prendre la tête, en gros. Donc voilà, moi je trouve ça particulièrement inhumain comme exemple. Après, je sais que par exemple en France, pendant la guerre de 14, on a fait des choses qui n'étaient pas spécialement mieux, mais je trouve que ça fait partie des choses qui caractérisent un peu le totalitarisme stalinien. Et parmi toutes les choses donc, qui caractérisent le totalitarisme stalinien, il y a donc ce que j'ai mentionné juste avant, c'est-à-dire l'Holodomor. Alors, vous devez vous dire, ça fait 15 ans qu'il parle de l'Holodomor, qu'est-ce que c'est vas-y, accouche, quoi. Eh ben, l'Holodomor, c'est tout simplement la famine organisée des paysans d'Ukraine, mais pas que. Parce que il faut savoir que sous l'URSS de Staline, il y avait des plans quinquennaux, des quotas qui étaient imposés aux paysans. Parce que vous savez comment ça fonctionnait en URSS, c'est-à-dire qu'il y avait une collectivisation de la production. Donc tout ce qui était produit était saisi par le gouvernement et ensuite c'était redistribué selon la politique en vigueur. Et donc on imposait des quotas aux paysans, des quotas qui étaient inatteignables, ce qui fait que les paysans, ils avaient beau travailler d'arrache-pied, ils n'arrivaient jamais à atteindre les quotas. Donc on leur saisissait tout et ils n'avaient plus rien pour se nourrir eux-mêmes, donc ils mouraient de faim. Et en fait, c'est ça l'Holodomor, c'est une famine organisée par le régime bolchevique. Et donc ça a causé des millions de victimes. Et ça, les Ukrainiens s'en rappellent encore très bien. Ils ont été traumatisés par cette période. Alors vous allez me dire, ceux qui ont vécu l'Holodomor, ils ne sont plus vivants actuellement, certes, mais ça se transmet de génération en génération. Les traumatismes restent là, consciemment ou non. Et donc ils ont ce souvenir-là de Staline et de l'Holodomor, et pour eux, la Russie, c'est ça. Et d'ailleurs, ce traumatisme explique pourquoi, quand les Allemands sont arrivés lors de l'opération Barbarossa dans les années 40, ils ont été accueillis comme des libérateurs, ils ont été accueillis en héros. Pour les Ukrainiens, à l'époque, les Allemands, les nazis, n'étaient pas des envahisseurs, c'était des libérateurs. C'était des gens qui venaient pour les libérer du communisme. En fait, ils ont réagi un peu comme nous, on a réagi quand les Américains sont venus, en fait, pour avoir une idée. Donc c'est pour ça que les nazis ont été accueillis comme des héros, quoi. Et c'est pour ça aussi, parce que certaines personnes ne comprennent pas pourquoi il y a autant de groupes néo-nazis en Ukraine, mais en fait, et pourquoi ils sont aussi influents surtout. Mais en fait, il faut bien comprendre que si on analyse ça avec notre prisme français, on ne peut pas le comprendre. Pour le comprendre, il faut l'analyser avec la connaissance de l'histoire de cette région et comprendre que toute leur perception morale et toute leur perception politique, etc., est totalement influencée par cette période. Et donc, encore aujourd'hui, les, euh, les Ukrainiens, en tout cas une partie des Ukrainiens, pas tous les Ukrainiens, continuent d'avoir de la sympathie pour le nazisme parce qu'ils continuent à voir en eux ceux qui les ont défendus face à la terreur stalinienne. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quelque part, si on se met à la place des Ukrainiens, on peut comprendre pourquoi ils sont autant terrifiés par les Russes. Et, parce que c'est le fruit d'une mémoire générationnelle qui leur a appris que la dernière fois qu'ils ont été sous contrôle russe, ça s'est fini avec des millions de morts et un traumatisme, quoi. Donc c'est comme ça que ça s'explique, et c'est pour ça qu'en Russie, on a le fameux bataillon Azov qui est composé de néo-nazis. Bon, en réalité, c'est plutôt des hooligans complètement abrutis qui n'ont sûrement même jamais lu des textes doctrinaux fascistes, mais on va dire que c'est des gens qui se revendiquent nazis quand même, et qui sont admirateurs de Stéphane Bandera, qui était le chef de la collaboration en Ukraine, en gros. Donc ça, c'est pour comprendre le point de vue ukrainien et comprendre pourquoi les Ukrainiens sont, comme je l'ai dit, autant effrayés par la Russie, et pourquoi d'ailleurs les éléments les plus radicaux en Ukraine peuvent se tourner vers des formes de néofascisme qui en fait sont liées à cette histoire-là, donc le fait qu'ils se sont sentis historiquement protégés par le régime nazi, en fait. Voilà. Et encore une fois, je précise que c'est pas tous les Ukrainiens, ce sont certaines factions radicales des forces armées ukrainiennes, évidemment. Donc ça, c'est sur le point de vue ukrainien. Maintenant, du point de vue russe, il faut comprendre plusieurs choses. Il faut comprendre que déjà en Ukraine, il y a des minorités russophones, il y a des minorités russes, qui sont persécutées depuis 2014 par le régime de Kiev, qui a mené notamment des bombardements massifs sur les régions où il y avait des populations russophones. En fait, les populations russophones, on leur a jamais demandé ce qu'ils voulaient, en fait, quelque part. On leur a jamais demandé s'ils voulaient être attachés à la Russie
ou s'il voulait être avec l'Ukraine. Parce qu'il y a un truc, hein, parce qu'il faut aussi remettre, là aussi encore une fois contextualiser, c'est qu'en 2014, on a eu la révolution de Maïdan, hein, l'Euromaïdan, parce qu'avant ça, en Ukraine, le gouvernement au pouvoir était plutôt russophile. Donc c'était un régime qui était favorable à la Russie. Mais suite à l'Euromaïdan, on a un régime russophobe qui se met en place. Et donc c'est pour ça que ça change tout pour ces minorités russes. Parce qu'à partir de là, elles vont être persécutées par le régime ukrainien avec, comme je l'ai dit, des tonnes de bombardements, etc. Et on croit que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a débuté en 2022, mais c'est faux. Elle a commencé en 2014, avec les persécutions subies par les minorités russophones de la part du régime ukrainien, et notamment de ces milices néo-nazis que j'ai mentionnées juste avant. Donc, en fait, la Russie a mis énormément de temps à réagir. Elle a fini par réagir en 2022, finalement, après de nombreux ultimatums, après de nombreuses tentatives de discuter pour la protection de ses populations. Et elle n'a jamais été entendue, elle n'a jamais été écoutée, la Russie, ni ses populations russophones. Du coup, d'un moment, ils ont choisi de mener ce qu'ils ont appelé eux-mêmes une opération spéciale, c'est-à-dire pas officiellement une déclaration de guerre, mais une opération visant à protéger ces populations, tout simplement. Mais les médias occidentaux, dans leur mauvaise foi, nous ont présenté ça comme une invasion, comme une déclaration de guerre, ce qui est totalement absurde. Et donc c'est de là en fait qu'apparaît cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. D'ailleurs, j'ajoute au passage, je fais une petite parenthèse, pour dire que la situation est semblable dans les pays baltes, où là aussi vous avez des populations russophones qui sont marginalisées, dans le sens où elles n'ont pas le statut d'apatride, parce que c'est un statut qui n'est pas reconnu internationalement, mais qui ont une sorte de statut de citoyen de seconde zone. Ils ne peuvent pas voter, ils ne peuvent pas participer à la vie citoyenne, etc. Et donc ils sont un peu dans la même situation que les populations russophones d'Ukraine. Donc dans ce contexte-là, il ne faudra pas non plus s'étonner si d'ici quelques années, la Russie décide également d'intervenir pour protéger ses populations. C'est effectivement une possibilité. Et le truc, c'est que là, ça serait plus problématique pour nous, parce que quand on parle des États baltes, on parle d'États qui sont membres de l'Union européenne. Donc là, ça monterait d'un cran dans la tension, du coup. Mais voilà, il faut comprendre que c'est pas pour rien, c'est pas Vladimir Poutine qui se lève un matin et puis qui dit tiens, je vais envahir l'Ukraine parce que c'est rigolo. C'est pas comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, petit point sur Vladimir Poutine, puisque j'en parle, j'en profite pour faire la parenthèse. En Europe, on vous le présente comme un dictateur extrémiste, soit d'extrême droite, soit d'extrême gauche, selon les analystes. C'est totalement ridicule, c'est faux. Vladimir Poutine est un centriste à l'échelle de la politique russe. C'est un centriste. On ne le comprend pas ici en Europe parce qu'on n'a pas le même spectre politique, mais en Russie, c'est un centriste. Et il faut savoir que si demain il y avait une révolution en Russie, ce serait probablement pas pour mettre des démocrates libéraux au pouvoir, hein. Ce serait pas une révolution pro-occidentale. Probablement, ce serait une révolution pour remettre soit des communistes au pouvoir, ou alors des ultranationalistes russes. Et dans les deux cas, ce seront des gens qui seront encore plus radicaux vis-à-vis de l'Occident. Finalement, Poutine, quand on regarde au fil des années, c'est quelqu'un qui a quand même la tête sur les épaules, qui garde son sang-froid, et qui a toujours fait preuve d'un bon sens diplomatique. Certaines autres personnes, ne serait-ce que si on pense à son ministre Medvedev, lui par exemple, quand on voit ses déclarations, tout ça, je pense que si c'était lui qui était président, à moins que ce soit du bluff, on peut aussi envisager cette hypothèse, mais si c'était Medvedev qui était à la tête de la Russie, ça serait sûrement plus dur, et peut-être qu'on serait déjà en guerre à ce stade. Donc voilà, petite parenthèse sur Poutine, il n'est pas si monstrueux que ce qu'on nous veut bien nous faire entendre. Donc maintenant que j'ai fait un peu le topo sur les parties en présence, j'ai pas en réalité évoqué toutes les parties en présence et je vais vous expliquer après pourquoi, vous allez comprendre. Mais maintenant qu'on a fait le point là-dessus, je voudrais juste faire une petite réflexion. C'est que en fait la guerre, quand on regarde bien, elle profite à personne. Parce que même en prenant en compte le narratif ukrainien et occidental, en tout cas une partie du narratif ukrainien et occidental, si on regarde bien, quoi qu'il arrive au peuple ukrainien, il est perdant dans cette histoire. C'est-à-dire que soit il perd cette guerre contre la Russie, dans ce cas, il sera entre guillemets sous le joug de la Russie, du coup, du pouvoir russe, mais si l'État ukrainien gagne cette guerre, ils seront sous le joug occidental. En fait, dans les deux cas, ils ne seront pas souverains, dans les deux cas. Dans les deux cas, ils seront sous le contrôle d'une puissance étrangère. Donc, si on réfléchit aux pauvres soldats ukrainiens qui vont mourir, ces courageux soldats qui vont mourir sur le front,
Mais en fait, c'est malheureux, mais ils meurent pour rien, parce que peu importe le résultat de leur combat, leur pays sera quand même sous le joug d'une puissance étrangère. Parce que, et là ça rejoint mes vidéos précédentes, c'est que dans une guerre, en réalité, le peuple, il est toujours perdant. Le peuple, de toute façon, quel que soit l'occupant du moment, quel que soit le dictateur du moment, quelle que soit la puissance occupante du moment, le peuple est toujours écrasé, en fait. Le peuple est toujours... il n'est jamais écouté. Et donc, les pauvres gens n'ont aucun intérêt à ces guerres-là, de toute façon. Quel que soit le vainqueur de la guerre, le peuple, il n'en tirera aucun bénéfice. Ça sera juste un nom de plus sur un monument aux morts que dans 100 ans on aura oublié. Voilà, donc moi je suis triste et je compatis envers le peuple ukrainien et envers le peuple russe, parce que ces guerres sont absurdes, et elles ne devraient même pas exister, tout simplement. Maintenant que j'ai fait cette petite remarque, maintenant, on devrait se poser la question de à qui profite cette guerre, tout simplement. Qui sont les puissances qui sont dans l'ombre que je n'ai pas évoquées? Eh ben, on a l'OTAN, tout simplement. Donc l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui était une structure militaire, une alliance militaire, qui avait vocation à la base à tenir tête à l'URSS pendant la guerre froide, et qui aurait dû disparaître à l'issue de la chute de l'URSS. Parce que ça, c'est pas suffisamment dit aussi, c'est que l'OTAN n'avait plus aucune légitimité à partir de 1991, et pourtant ça a continué d'exister. Donc ça déjà, c'est pas normal. Et d'ailleurs, il faut savoir que la Russie, dans les années 90, dans les années 2000 je crois, la Russie avait demandé à intégrer l'OTAN. Ça lui a été refusé. Donc vous voyez, la Russie a fait des pas pour se rapprocher de l'Europe et de l'Occident, mais on l'a jamais laissé rentrer. Donc il faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, ils se disent ok, on va faire sans eux et contre eux si nécessaire, quoi. Il faut aussi en avoir conscience. Et donc, cette guerre, elle a un peu été cherchée par l'OTAN aussi. Parce qu'il y a une autre raison aussi qui a poussé la Russie à entrer en guerre, c'est que l'Ukraine voulait entrer dans l'OTAN. Et la Russie, déjà à partir de la chute de l'URSS, l'OTAN n'a fait que s'étendre vers l'Est, donc vers la Russie. La Russie ne peut pas accepter d'être encerclée de bases otanesques. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si ça se rapproche trop de leurs frontières, ça devient potentiellement dangereux pour eux. La Russie a besoin qu'il y ait un certain nombre d'États tampons qui soient neutres entre ses frontières et celles de l'OTAN. Puisque l'OTAN est une organisation qui a été explicitement et historiquement créée pour lutter contre la Russie. C'est compréhensible. Je pense que la France n'accepterait pas d'être cernée de bases militaires au service de puissances étrangères. Je ne le pense pas. D'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est la même chose pour l'Iran. L'Iran, c'est la même chose. Ils sont encerclés de bases militaires américaines. On peut comprendre qu'il y a une légitimité à se révolter, à ne pas être d'accord avec ça, en fait. Et donc l'OTAN, quelque part, depuis des décennies, a tout fait pour déclencher cette guerre contre la Russie. D'ailleurs, la fameuse révolution du Maïdan a été en partie poussée, motivée par des agents, des agents extérieurs, par l'OTAN, disons-le clairement. Hein. On parle de révolution de couleur, on parle de révolution sous faux drapeau. Voilà, ça a été inspiré par les puissances occidentales de l'OTAN, tout simplement. Et donc derrière l'Ukraine, en fait, on a la main de l'OTAN qui veut déclencher une confrontation contre la Russie, tout simplement. Parce que c'est son ennemi historique, et parce qu'elle veut mettre la main sur les ressources de la Russie, parce que la Russie est un rival historique de l'Occident et qu'il faut démanteler, c'est vraiment leur projet, ils veulent démanteler la Russie, hein, en s'appuyant sur certaines formes d'indépendantisme qui existent sur ce territoire, etc. Donc il y a vraiment un projet hostile à la Russie de la part de l'OTAN. Mais ça, encore une fois, c'est pas présenté dans les médias occidentaux, parce qu'on vous présente les choses de manière binaire, en vous disant que c'est la Russie, l'ogre qui est méchant, qui veut tuer tout le monde, et on vous dit pas que derrière il y a aussi l'OTAN qui a bien cherché sa merde, et sans doute même plus que la Russie. Et c'est ça, en fait, la vérité derrière ça. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quel est notre intérêt à nous, en tant que Français, en tant qu'Européens de l'Ouest, en tant qu'Européens tout court. Je parle de l'Europe, la vraie Europe, là, hein. Je parle pas de l'Union Européenne, qui n'est qu'une construction néolibérale fantoche, ne servant qu'à servir les peuples. Je parle de la vraie Europe, l'Europe historico-culturelle, l'Europe organique. Quel est l'intérêt de l'Europe dans cette confrontation contre la Russie? Mais je vais vous le dire, tout simplement, cet intérêt n'existe pas. On n'a aucun intérêt à se confronter à la Russie.
Il faut savoir que, et là c'est important de d'avoir en tête et d'être conscient des évolutions géopolitiques de notre monde. Ce qui est en train de se passer, c'est que les États-Unis sont en train de se désinvestir totalement du théâtre d'opération européen. Les États-Unis ont compris que leur avenir se jouait dans le Pacifique face à la Chine. Donc la Russie est en train de retirer toutes ses forces d'Europe pour les déplacer dans le Pacifique en vue d'une potentielle confrontation avec les Chinois, et notamment par rapport à la crise taïwanaise. Et c'est lié à ce qui se passe par rapport au fait que la Chine est en train de devenir la première puissance économique mondiale, parce que les Américains ne peuvent pas accepter aussi facilement d'être détrônés de cette façon. Donc il est en train de se jouer une sorte de guerre froide entre la Chine et les États-Unis. Donc les États-Unis n'en ont plus rien à faire de ce qui se passe en Europe. Ils vont se désinvestir de notre théâtre d'opération, et on va se retrouver seuls face à la Russie. D'un autre côté, l'Europe fait face à de nombreux défis. Nous aussi, on fait face à la montée de la puissance économique de la Chine. On fait face à d'autres choses, comme c'est moins prégnant actuellement, mais on a aussi parfois des velléités impérialistes de la part de la Turquie à nos frontières directes. Les pays européens ont leurs propres défis à relever. On est en crise économique, on est des nations qui sont en train de s'effondrer, on a une démographie qui est en train de s'écrouler également, on a des problèmes au niveau des flux migratoires, on a énormément de problèmes, de problématiques à gérer qui se posent à nous, on va dire. Et le dernier de nos soucis, c'est vraiment la Russie. Il faut se rappeler que la Russie est quand même un peuple frère, que nous avons toute une histoire en commun, hein, comment que ce soit au niveau artistique, culturel, et même au niveau militaire, hein, puisque par exemple avant l'arrivée des bolcheviks au pouvoir, pendant la Première Guerre mondiale, nous étions alliés militairement avec les Russes, par exemple. On pourrait discuter de la manière de laquelle a été menée l'offensive russe pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des choses à redire, mais malgré tout, il faut reconnaître que les Russes ont payé un grand tribut dans le cadre de la guerre contre l'Allemagne nazie. Ça aussi, il faut en avoir conscience, plus que les Américains. Il y a beaucoup plus de soldats russes qui sont tombés pendant cette guerre que de soldats américains. Sans la Russie, les Américains n'auraient peut-être pas fait le poids face à l'Allemagne. Bon, en fait, si, avec la bombe atomique, mais sans la bombe atomique, peut-être que ça aurait pu être plus compliqué, sincèrement. On a toute une histoire commune, et surtout, bah voilà, ça reste un peuple européen, un peuple slave, dont toute l'histoire s'est forgée en Europe, puisque la Russie est née au Moyen-Âge à partir de la Russe de Kiev, donc en Ukraine en plus, justement. Et donc, tout part de là. Et l'histoire russe, en fait, est une histoire européenne. C'est certes un État-continent, c'est un État qui est entre deux continents, pour être exact, entre l'Europe et l'Asie, mais factuellement, l'histoire russe est beaucoup plus européenne que asiatique. Et donc la Russie, c'est un pays frère, c'est un pays d'Europe qui partage beaucoup de valeurs, beaucoup d'histoires communes, dont l'histoire a été forgée par les racines indo-européennes, au même titre que les nations qui ont des racines celtiques ou germaniques ou latines. Donc on retrouve un même fond de croyance antique. Quand on se penche sur les cultes polythéistes qui étaient pratiqués par les Slaves, il y a énormément de choses qui sont communes. Et puis aujourd'hui, on partage encore la culture chrétienne, bien que eux soient orthodoxes et nous plutôt catholiques. Et comme je disais, énormément d'éléments culturels. Comment il y a énormément d'œuvres culturelles russes qui sont passées du côté de l'Europe de l'Ouest, que ce soit de la musique, de la littérature, etc. On ne peut pas faire fi de ce qui nous unit. On est en réalité très proche de la Russie, bien qu'on ne partage pas la même langue. Et moi, je trouve ça absurde de s'entretuer entre nations si proches, entre nations qui partagent un patrimoine commun. Et je pense qu'on aurait tout à gagner, plutôt à nouer un partenariat avec la Russie. Et là, je rejoins sur cette histoire de défis auxquels nous faisons face actuellement en tant qu'Européens, que ce soit par rapport à la Chine, etc. Je ne vais pas encore tout lister. Nous aurions tout intérêt à créer une vraie Europe, cette fois-ci, une grande Europe, la grande Europe qui irait de Lisbonne à Vladivostok, que certains ont appelé l'Euro-Sibérie, que certains appellent l'Eurasie, ça dépend des versions, mais on aurait tout intérêt à créer ce grand bloc continental qui allierait toutes les nations d'Europe, dont la Russie, pour faire face à ces défis, aux défis de ce nouveau monde. Et là, j'ai envie de dire que les potentiels seraient énormes. Déjà, il y aurait moins de guerres internes, il y aurait moins de guerres fratricides, il n'y en aurait plus du tout, même si on arrive à faire ça bien.
Et en plus de ça, imaginez le génie industriel et technologique de l'Europe de l'Ouest, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, etc., allié avec les ressources russes et l'immensité territoriale de la Russie, avec tout ce que ça représente en termes de terre, en termes de... Nous pourrions devenir extrêmement puissants et pouvoir continuer à peser dans le jeu mondial par rapport aux États-Unis, à la Chine et à toutes les autres puissances qui sont émergentes. Donc c'est complètement contre-productif. C'est se mettre des bâtons dans les roues soi-même que de vouloir faire la guéguerre contre les Russes. On n'a aucun intérêt à faire ça, c'est purement idéologique. Notre intérêt serait plutôt de chercher une entente et de s'allier avec la Russie. Et toute personne qui pense l'inverse est dans l'erreur. Voilà. Donc j'ai à peu près dit tout ce que je pensais. C'est sans doute la vidéo la plus longue de cette série. Je pensais pas qu'elle serait aussi longue, mais j'ai dit à peu près tout ce que je pensais, tout ce que j'avais à dire sur sur ce petit zoom sur la situation entre l'Ukraine et la Russie. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'ici. Je vous invite à déposer un j'aime, un commentaire. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, bien sûr, et à partager cette vidéo massivement. Voilà, donc demain c'est le réveillon de Noël. Donc je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de Noël. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.